à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Kidnappée à Thiès par 3 hommes, la jeune fille de 19 ans a été retrouvée à Dakar saine et sauve. Elle raconte des horreurs qu'elle a vécues. Les populations de Kaoussara Fall, extension Nasrou et Tchampong se sont mobilisées pour barrer la route à ces malfaiteurs. 339 enfants retirés des rues depuis le lancement de la deuxième phase de l'opération. 25 Bissau-Guinéens et 5 Gambiens ont été reconduits dans leur pays d'origine. La tutelle annonce des mesures fortes pour prendre à bras le corps le problème des enfants dans la rue. Le besoin d'acheter une puce pour chaque opérateur de téléphonie, le tarif de communication est le même d'un opérateur à un autre. Révélation du patron de l'ARTP, la structure vient d'introduire le dégroupage de la boucle locale qui tend à améliorer l'offre de services ADSL. Réduction de la consommation du tabac dans l'espace CEDEAO, des solutions fiscales préconisées. Est-ce une mesure efficace pour réduire la consommation du tabac au niveau communautaire? Réponse dans ce journal. En direction Thiès, les quartiers périphériques de véritables refuges de malfaiteurs ou bandits. En un semestre, 13 agressions, dont 4 mortelles et 5 enlèvements ont été enregistrés. Un cas de kidnapping d'une jeune fille récemment de 19 ans qui dit avoir vécu l'enfer. Cet état de fait reflète l'insécurité dans cette zone, situation qui joue en faveur des malfaiteurs et voleurs. Les populations de Kaoussara Fall, extension Nasrou et Tchampong se sont mobilisées pour faire face à ces coupeurs de route. Nous retrouvons Daouda Tchandou. Thiès est devenue la tanière des malfaiteurs depuis un certain temps. En effet, le premier semestre de l'année 2018 s'avère trop mortel et traumatisant aux populations de la capitale du rail car émaillé de rafts, d'enlèvements, d'agressions, de vols et d'assassinats à foison. Un fléau récurrent et plus qu'inquiétant selon les parents de Fatou Diop, une fille âgée de 19 ans du collège d'enseignement moyen Ladior, kidnappée et séquestrée depuis vendredi et qui vient de s'échapper à ses ravisseurs. Ce qui est arrivé à Fabinta, mon homonyme aujourd'hui, peut arriver à n'importe qui. Elle vient de le dire, là où elle a été séquestrée, il y avait des personnes plus âgées qu'elle, il y avait des personnes moins âgées qu'elle. Ça veut dire que personne n'est à l'abri. Tout le monde peut subir la même chose qu'elle. Je ne le souhaite à personne. Mais c'est le moment d'en prendre acte et de prévenir au lieu de guérir. Un fléau qui a étendu ses tentacules au quartier Kaoussara, Extension et Tchombong, où des faits similaires se sont produits. L'insalubrité jumelée à l'insécurité aggrave la situation et sonne la révolte du côté des populations qui ont décidé de mettre fin à ce calvaire. Le canal que vous voyez regorge de reptiles. Ça peut même constituer un refuge pour certains malfaiteurs. Nos maisons sont souvent visitées par des personnes mal intentionnées, pour dire des voleurs. Donc vraiment, nous lançons un cri de cœur aux autorités pour avoir un éclairage, pour avoir de l'eau, pour avoir de la sécurité. Des maisons inachevées et autres sentiers en construction ont fait de ces malfrats des locataires de circonstance. Les autorités municipales, très sensibles à cette situation, ont promis à ces populations traumatisées leur soutien pour retrouver leur quiétude sociale. En attendant, ces quartiers périphériques de la future capitale économique demeurent mal éclairés, privés d'eau au bonheur des 30 malfrats sévissant dans ces parages avec à leur compte déjà 13 agressions, dont 4 morts, 5 enlèvements et rafts d'enfants. Et nous reparlons de la découverte macabre dans un champ sur la route de Mboro. Le nom de la victime, Amiko Leba. Son corps était en état de putréfaction avancée. Les éléments de la gendarmerie nationale ont mis la main sur le présumé coupable qui est le gardien du champ avec qui elle a eu une altercation. Les explications de l'adjudant-chef Gora Diagne, commandant de la brigade de gendarmerie territoriale de Mboro. Nous avons été informés d'un cas de découverte de corps sans vie dans le secteur des Niayes. Aussitôt, nous nous sommes rendus sur les lieux. Nous avons été appuyés dans ce travail par une équipe technique du Centre national d'identification criminelle. Au cours de nos opérations, nous avons été rejoints par le procureur de la République qui, en sa présence, a conduit la suite des opérations. Par la même occasion, le commandant de compagnie a rejoint l'équipe pour appuyer l'enquête. Les équipes techniques du Centre national d'identification criminelle de la gendarmerie nationale a été prépondérant, de même que
les actions de l'équipe de la section de recherche de gendarmerie. De concert avec ces équipes, mis au point des actes d'enquête qui ont permis l'interpellation d'un présumé. L'enquête suit son cours au fin d'identifier et d'interpeller d'éventuels complices. Je lance un appel à l'endroit de toutes les populations au fin d'informer les forces de défense et de sécurité en cas de connaissance d'une infraction à la loi pénale. Pour ça, un numéro est mis à leur disposition étant 800 00 20 20 ou bien de s'approcher des commissariats de police les plus proches. L'annoncé en titre, 339 enfants ont été retirés des rues depuis le lancement de la deuxième phase de retrait. Parmi eux, 25 Bissau-Guinéens, 5 Gambiens ont été reconduits dans leur pays d'origine. Concernant les rapts d'enfants en période de vacances, le ministre de la Protection de l'Enfance appelle les parents à être vigilants. Elle présidait le lancement des activités de la Semaine nationale de la petite enfance. Des mesures fortes sont prises pour prendre à bras le corps le problème des enfants dans la rue. Le point avec Mohamedou Diallo. La problématique de la petite enfance passée en revue. D'emblée, elle appelle à une évaluation de la deuxième phase de retrait des enfants de la rue. 339 enfants je vous avais expliqué que c'est un long processus, le temps d'identifier ces enfants, d'aller discuter avec leurs parents, de conforter ces enfants pour qu'ils puissent retourner dans leur famille. Ça prend énormément de temps, mais on a pu réussir un premier pas, celui de retourner 25 enfants de la Guinée-Bissau et je crois 5 enfants gambiens. Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique, c'est le thème de cette 30e édition de la Semaine nationale de l'enfant. Le défi, c'est de renforcer le cadre réglementaire et par ricochet la protection des enfants. Le code de l'enfance, c'est comme le code de la famille. C'est un cadre légal qui nous permet vraiment de définir le cadre de l'enfant, définir ce qu'on attend de l'enfant et permettre à l'enfant aussi de jouir de tous ses droits avec un accompagnement de la communauté. En ce début de grandes vacances scolaires, les rapts d'enfants refont surface, d'où cet appel à la vigilance. En fait, il revient à chaque famille de prendre en charge ses enfants. Ma priorité, c'est les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui vivent des situations de vulnérabilité. Mais j'interpelle les parents pour leur dire qu'ils ont leur premier rôle, c'est de protéger les enfants avant que la communauté ne les prenne en charge. Et je les incite à davantage veiller sur ces enfants, à les encadrer. En attendant, la situation des enfants dans la rue constitue toujours une question épineuse. Le ministère concerné opte pour une approche inclusive à travers la nouvelle stratégie nationale de protection de la petite enfance. Intéressons-nous au train express régional. Il continue de faire grincer des dents à Cité Koriarar. Les propriétaires de maisons impactées par le terre s'insurgent contre la démolition du mur qui sépare leur cité des rails. Ils disent être exposés aux dangers et craignent pour leur sécurité. Ces impactés interpellent le chef de l'État afin qu'une solution soit vite trouvée. Dibi Sardioni était sur place. De la parole à l'acte, les autorités sont passées à la démolition du mur qui séparait les impactés du terre à Yarar. Un procédé loin d'être apprécié par les concernés. C'est quelque chose pour la sécurité en attendant. Parce que là, nous sommes, non seulement en faisant tomber ce mur, nous sommes dans l'insécurité. La pollution est en train de gagner du terrain, sur tous les plans, tant sur le plan de la poussière que de la pollution sonore. Et sans compter, maintenant, nous sommes en plein mois d'hivernage. Donc, toutes les eaux fluviales vont converger vers l'ensemble de la cité. Et ça crée encore un autre problème. 10 maisons impactées qui seront détruites sous peu. Leurs propriétaires réclament qu'une seule chose. Ce qu'on demande, c'est de rentrer dans nos fonds, qu'on nous paye ce qui reste du foncier, qui constitue pratiquement 62% de ce qu'on fait. Parce qu'en fait, nous devons payer le bâti, mais le bâti ne constitue que pratiquement 38%. Même si on nous paye aujourd'hui, il nous faut un délai raisonnable pour qu'on puisse chercher à trouver un logement, quelque part où aller. Ces pères de famille ne savent plus à quel sens vouer. Sous la houlette de leur porte-parole du jour, ils implorent le chef de l'État à prendre à bras le corps leurs problèmes. Dans son esprit de bonne compréhension,
qu'il arrive vraiment à nous régler rapidement ce qui nous reste du foncier et qu'on puisse nous donner un délai raisonnable et qu'en attendant, les responsables de l'APIX qui ont fait tomber ce mur, en tout cas les gens de FH, puissent nous mettre un mur pour la sécurité. Train Express régional et toute la polémique qu'il suscite. À citer que Yarach, les propriétaires de maisons impactées par le terre se disent exposés à l'insécurité, la pollution et les inondations. Une nouvelle ère s'ouvre dans le secteur des télécommunications. En effet, la RTP a introduit ce 10 juillet le dégroupage de la boucle locale qui tend à améliorer l'offre de services ADSL. Le processus contribuera à réduire les obstacles techniques liés au développement du haut débit. Une première en Afrique de l'Ouest. Le dégroupage va offrir des tarifs compris entre 8015 francs et 1159 francs. La paire de cuivre, propriétaire de la boucle, la Sonatel va assurer la distribution aux fournisseurs d'accès, les éclairages d'Elhadj Moussabey. Le nouveau mécanisme vient en renforcement de la concurrence sur le marché de l'Internet. Mieux, le dégroupage en boucle locale vise à mettre en place un cadre propice pour renforcer l'offre de services ADSL et améliorer l'environnement des affaires. À travers le dégroupage, la RTP vise l'atteinte des objectifs spécifiques suivants. Une réduction des obstacles techniques et économiques qui peuvent freiner le développement d'acteurs alternatifs sur le marché. Une possibilité aux opérateurs alternatifs d'exercer librement leur activité et de participer au développement du haut débit et très haut débit fixe dans des conditions viables. Par ailleurs, le cap sera mis sur les services fixes du fait du faible taux d'utilisateurs. Le développement du service Internet est porté au Sénégal à plus de 98% par le mobile et seulement moins de 2% pour le fixe. L'accent doit être mis sur l'Internet fixe avec comme objectif le développement de la concurrence sur le marché du haut débit et du très haut débit fixe. La boucle locale est cependant une propriété de la Sonatel qui en assure la fourniture en tenant compte des garanties et des tarifs de dégroupage réglementaires. Les garanties, c'est surtout technique. Vous savez, lorsque vous dégroupez votre boucle, depuis plusieurs mois, les équipes techniques de Sonatel se sont évertuées à procéder à des tests techniques qui se sont avérés concluants. Donc, sur ce plan-là, toutes les dispositions ont été prises et il n'y a pas ce problème. Nous sommes tout à fait prêts et nous avons donné toutes les garanties à l'ARTP. Nous avons démarré avec une offre de 8015 francs, étant entendu que c'est l'offre de début. Cette offre n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2018. Le nouveau processus se fera en 2 phases, le dégroupage total et celui partiel. Un comité de suivi sera ainsi mis sur pied pour associer les associations consuméristes afin de veiller aux intérêts des consommateurs. Le directeur général de la RTP insiste sur la symétrie tarifaire mobile et invite à arrêter les multisimes. Selon Abdoukarim Sall, le tarif de communication entre un client d'un opérateur de téléphonie mobile et un client d'un autre réseau est le même que 2 clients d'un même opérateur. La symétrie est parfaite pour les communications on-net et celles off-net. Pour plus de détails, suivons Abdoukarim Sall. Quand un client de Tigo appelle un client de Sonatel, il paye la même chose. Il faut qu'on arrête les multisimes. Les gens qui se baladent avec 3 portables là, ou 4. Parfois, c'était cette psychose, hein. Quand je veux appeler Sonatel, je prends le téléphone de Sonatel, j'appelle Sonatel. Quand je veux appeler un client de Tigo, je prends mon téléphone de Tigo, j'appelle le client de Tigo. Ça, c'est terminé. La symétrie, elle est parfaite pour les communications on-net que pour les communications off-net. Voilà, la question m'a beaucoup intéressé, M. Ndiaye. C'est pourquoi j'ai pris la précaution de donner des explications pour que vous compreniez quels sont les mécanismes sur lesquels nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur instruction de son Excellence Macky Sall, Président de la République, pour que les tarifs soient abordables.
La coopération hispano-sénégalaise est très fructueuse. Elle cible les secteurs de la bonne gouvernance et du développement économique des populations vulnérables. L'Espagne a eu à injecter 32 milliards de francs CFA dans le pays. Son ambassadeur laisse entendre que cette coopération pourrait s'élargir à d'autres domaines. Les deux États ont passé en revue les réalisations nées de ce partenariat. C'était en présence d'Erwan Lebihan. L'ambassadeur espagnol s'est exprimé sur la coopération entre 2014 et 2017 avec le Sénégal. L'occasion pour lui de faire le bilan. Nous sommes très contents et fiers de la coopération bilatérale entre l'Espagne et le Sénégal. Au cours de cette période, l'Espagne a respecté l'engagement financier. On avait un engagement financier de 50 millions d'euros, c'est-à-dire 32 milliards de francs CFA. À l'instar des autres soutiens financiers étrangers à l'appui du développement sénégalais, l'ambassadeur a présenté les grandes logiques qui sous-tendent la politique d'investissement de Madrid. En tout cas, c'est une coopération que ces dernières 4 années a été axée sur 2 priorités. La bonne gouvernance, l'appui au processus démocratique, et l'autre axe, c'est les opportunités économiques pour les plus pauvres, les gens plus vulnérables. Quant à lui, le représentant du ministère des Finances s'est dit très satisfait de l'action de l'Espagne, tout en soulignant qu'une part non négligeable de ce travail est l'œuvre des ONG. Les opérations ont été conformes un peu aux préoccupations des populations, donc et les contributions espagnoles entrent en droite ligne de ce qui a été tracé dans le plan Sénégal émergent. Au terme de la rencontre, l'ambassadeur a remis aux autorités sénégalaises un mémorandum qui à la fois rend compte des acquis et des apports de la période 2014-2017, mais qui trace également les perspectives futures de la coopération hispano-sénégalaise. Je vous le disais en début de journal, comment faire pour réduire la consommation du tabac dans l'espace CEDEAO? Les experts ont jeté leur dévolu sur Dakar pour mener la réflexion. Ils misent sur la taxation, des solutions fiscales pour une réduction optimale du tabagisme en Afrique. On en parle. Est-ce une mesure efficace pour réduire la consommation du tabac si l'on sait que les pays membres de la CEDEAO ont un faible taux de taxation pour ces produits? La réponse dans cet élément de Mansour Sow. La consommation des produits du tabac fait entrer des recettes fiscales dans nos États. Elle permet aussi à une partie de la population d'avoir un emploi rémunérateur dans les manufactures de production et dans le petit commerce. Cependant, force est de constater que le tabac est aujourd'hui à l'origine de plus de 7 millions de morts par an dans le monde. Une tendance haussière qui nécessite des mécanismes de dissuasion. Et l'augmentation des taxes peut être un début de solution. Les experts ont réfléchi et ont pensé qu'avec une fiscalité forte sur le tabac, ce serait une mesure qui permettrait de dissuader les consommateurs, notamment les personnes vulnérables. Donc il y aura un recul et les gens renonceront au tabagisme. Les taxes sont faibles, les prix sont faibles et il faudrait que les États maintenant voient comment mettre en pratique la nouvelle directive régionale de la CEDEAO. Donc l'augmentation des taxes peut constituer dans une certaine mesure une méthode efficace pour réduire la consommation du tabac. Cependant, il convient de noter qu'au sein de l'espace CEDEAO, les pays ont un faible niveau de taxation de ces produits, souvent nuisibles à la santé. On a une taxe spécifique qui est assez claire, qui est assez précise, qui dit que tous les États sont invités à mettre au moins 10 francs par bâton de cigarette comme taxe. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'un paquet de 20 cigarettes devra comporter au moins 200 francs de plus que le prix actuel qu'on a aujourd'hui. Et ceci représente pour nous une augmentation assez significative qui pourra surtout dissuader les couches vulnérables, notamment les jeunes. Cette fiscalité est encore très faible parce que l'objectif de l'OMS, c'est que par exemple, quand on prend le prix de vente du paquet de cigarettes, 70% de ce prix doit être constitué de taxes. Or, en moyenne, en Afrique de l'Ouest, on est autour de 30%. Le tabagisme fait partie aujourd'hui des plus grandes menaces pour la santé mondiale. Il est à l'origine de nombreuses maladies comme l'hypertension, l'insuffisance coronarienne et les accidents vasculaires cérébraux. Situation qui nécessite des mesures urgentes pour freiner ce fléau. Je vous remercie de votre attention.
Et nous changeons de registre, pas de super dans les stations-service Elton, une situation qui affecte les automobilistes. Le patron de la structure explique cet état de fait par le monopole de la SAR sur l'approvisionnement en produits pétroliers. Certains automobilistes révèlent qu'ils ont du mal à vaquer correctement à leurs occupations et demandent une solution pour éviter des épisodes de rupture. Un reportage de Yamakoli. Depuis quelques jours, il y a rupture d'essence dans les stations d'Elton. Son directeur général explique les principales causes de cette rupture. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'approvisionnement en produits pétroliers est le monopole de la SAR. Depuis le mois de mars, la SAR connaît une baisse du débit de sa production en super. Et depuis maintenant une dizaine de jours, un arrêt total. On n'a pas été informé de cet arrêt. Une situation qui n'arrange guère ces automobilistes qui estiment que la direction générale doit systématiquement trouver d'autres moyens d'approvisionnement au plus vite. La rupture ne nous arrange pas. Je suis livreur. S'il y a un manque de super, je ne pourrai pas faire mon travail convenablement. Pas la première fois. On est souvent confronté à ce problème. Des fois, ils nous disent qu'il y a un manque de super et d'autres fois, c'est le gasoil. Ce sont des professionnels, ils ne doivent pas avoir ce genre de problème. Je possède une carte Delton. S'il y a manque, cela pourrait affecter mes déplacements. Ce n'est pas du tout normal. Si toutefois je tombe en panne d'essence, comment je vais faire pour m'en sortir là? Je suis obligé de garer ma voiture. Le directeur général d'Elton donne des pistes de solutions pour un approvisionnement correct en produits pétroliers. La SAR a un monopole de fait sur l'approvisionnement en produits pétroliers. Aujourd'hui, la SAR devrait racheter tous les stocks destinés à l'exportation et le problème s'est résolu. Ceux qui ont l'habitude d'acheter le super chez cette station-service espèrent que des agréments seraient bientôt un vieux souvenir. Ils soutiennent que cette situation les empêche de vaquer correctement à leurs occupations. Allons à Djilehar, c'est un village qui est situé dans la région de Kaolack. La localité manque presque de tout. Pas d'infrastructures routières et sanitaires et défaut d'éclairage entre autres. Et comme si ce n'était pas suffisant, le manque de sécurité leur empêche de dormir à point fermé. Les habitants de Djilehar invitent les autorités étatiques à tourner le regard vers cette contrée. Nous rejoignons Pape Malik Fall. Avec une population de 5000 habitants, le village de Djilehar ne dispose toujours pas d'électricité. Irrités par une telle situation, les populations ont profité de la célébration de leur ziara pour interpeller le gouvernement. La mos a gis ministre bu fi ñëw mooy Diène Farba Sarr bi mu fi ñëwee ñu tawat ko yaakaar ne suñu tawat bu àggee danañu ko jottali président na ko population Djilehar de dëkk ba ma gis te arrondissement Nguédiène ñoo fi ëpp waaye courant ñoom ba léegi amuñ ko. Considérée comme la localité la plus peuplée et la plus grande de la commune de Nguédiène, ce village du département de Nioro souffre également d'un manque d'infrastructures routières. À cela s'ajoutent des problèmes sanitaires liés à plusieurs raisons. Nous, on n'a pas de matériel. Même en maternité, on n'en a pas. On a seul une infirmerie et un logement d'ICP. Donc le matériel, il y a les lits qui manquent. Nous n'avons que 3 lits. Avec un village de 50 000 habitants qui a 3 lits. C'est insuffisant. ndax fii di Djilehar population Djilehar ci suñu arrondissement bi dëkk bi fi ëpp ci arrondissement bi mën naa wax ne Djilehar moo fi ëpp population ci Djilehar. nawet sax amul heure bu nawet fu mu yéen ba ngeen ñëw ci yoon yi gis ngeen jafe-jafe yoon yi ñun amuñ benn problème dem tali ba sax dañ ko am ndax bi ngeen ñëw léegi am na oto yu bëri yoo xam ne ni ñu ngi ñëw ci gàmm gi ñun dañ leen a jëli ngir dañoo ngiruti yoon bi. Ces villageois qui se disent être laissés en rade sollicitent l'intervention du chef de l'État face à ce cortège de monde qui hante leur sommeil.
Et puis en bref et en images, le mouvement Takuba Dagger compte investir le terrain pour la stabilité sociale du pays. Ses membres étaient à Louga pour recueillir d'abord la prière des chefs religieux avant de démarrer leurs activités. Ils tiennent à préciser qu'ils ne sont affiliés à aucun parti politique. Leur président compte s'attaquer en premier aux dérives sur les réseaux sociaux. Il mise sur la sensibilisation des populations pour y arriver. Intéressons-nous à présent à la remise de drapeaux aux contingents sénégalais en partance pour la Centrafrique et le Darfour. Ils sont au total 140 hommes déployés dans le cadre des opérations des Nations Unies. Ces éléments ont subi 8 semaines de préparation pré-déploiement. Ces casques bleus vont contribuer à la sécurité, la stabilité et la protection des civils dans les pays ciblés. La cérémonie s'est déroulée à la caserne Sambadjiri Diallo. Voyons cela avec Yamakoli. De 140 gendarmes, composés d'officiers et de sous-officiers. Après 8 semaines de formation, ils sont aptes à veiller à la sécurité, la stabilité et la protection des civils de la Centrafrique et du Darfour. La cérémonie de ce matin marque la fin de la préparation opérationnelle des 2 unités en face de vous. Elles comptent chacune 140 officiers et sous-officiers. Le général de brigade Jean-Baptiste Tine magnifie cette cérémonie et revient sur l'importance de cette mission. Cette mission se déroule dans le contexte d'une opération de stabilisation, expression récente venant réactualiser et adapter le modèle d'opération de maintien de la paix des années 1990 au contexte international et à la conflictualité contemporaine. La remise de drapeau a été effectuée à la caserne Sambadjiri Diallo. Le commandant de la gendarmerie mobile a tenu à rappeler à ses hommes de faire honneur aux couleurs du pays. Et nous terminons par un mot de sport. Aliou Cissé reste à la tête de l'équipe nationale. La Fédération sénégalaise de football renouvelle sa confiance au sélectionneur national. Des journalistes sportifs soutiennent que c'est tout à fait logique car Aliou Cissé est lié à la tanière par un contrat. Selon eux, devrait attendre la CAN 2019 pour voir quelles seront les performances des Lions lors de cette compétition. Et après cela, la Fédération pourra statuer sur le cas Aliou Cissé. Si oui ou non, il faudra se séparer du sélectionneur. Un sujet de Chantal Bati. Le président de la Fédération nationale du football confirme le maintien du sélectionneur Aliou Cissé à la tête de l'équipe. Ces Sénégalais n'y voient pas d'inconvénient car tenu par un contrat. Le président de la Fédération, M. Senghor, il est toujours dans sa logique parce qu'il avait dit depuis le début que l'objectif était de gagner la CAN 2019. Ce qui ressort des propos du président, Monsieur Maître Augustin Senghor, c'est tout à fait normal parce qu'à lui, c'est le contrat d'objectif qu'on a fixé. C'est pas exactement la Coupe du Monde, mais plutôt la CAN 2019. Là où on attend. Les Sénégalais sont très patients. Jusque-là, on avait raté notre premier CAN avec lui. Le mondial, ça a été un flop. Et maintenant, il reste la CAN. Les Sénégalais pensent qu'Aliou Cissé pouvait s'éviter toute cette polémique. Selon eux, l'équipe sénégalaise fait partie des meilleures d'Afrique. Dommage aujourd'hui qu'on reconsidère le maintien ou non du coach Aliou Cissé dans cette équipe. Parce que s'il avait réussi au moins à nous qualifier au 8e de finale, on n'en serait pas là. Le Sénégal aujourd'hui a vraiment la plus grande équipe de l'Afrique. L'équipe va pas mal bien. Va bien quand même parce qu'il y a des heures qui donnent tout. Aliou Cissé reste au poste de sélectionneur de l'équipe nationale pour la CAN 2019. Pour certains, le débat ne se pose pas pour l'instant. Peut-être après cette compétition. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants avec BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.